introduction, Didier Le Saoud a distingué le conflit politique à proprement parler du mouvement social. En l'occurrence, dans le mouvement iranien, on peut déduire que le conflit politique a conclu à un échec puisque le gouvernement n'a pas été destitué. Néanmoins, est-ce qu'on peut pour autant considérer qu'il n'y a pas eu de mouvement social? Je vais essayer de prouver le contraire. Donc, un bref rappel de l'historique du mouvement. Le 13 juin 2009, malgré la campagne électorale extrêmement engagée des candidats Moussavi et Karoubi et une participation inégalée des votants dans la République islamique, le président sortant Mahmoud Ahmadinejad est réélu pour la deuxième fois avec 62,6% des voix. Donc le soir même, le pays se met en branle pour protester contre ce que la rue considère comme une fraude électorale massive, en occasionnant des manifestations et des mobilisations régulières et non autorisées sur l'espace public qui conduisent à une répression extrêmement musclée. Donc de la part des gardiens de la Révolution et dans certains cas de l'armée. Donc on considère que le mouvement s'est arrêté suite aux violents affrontements entre la police et les manifestants le jour du rituel d'Ashura, donc qui est un rituel chiite commémorant la mort en martyr de l'imam Hussein, à Karbala. Donc le message du mouvement vert est passé dans un premier temps d'une contestation électorale à vraiment un projet démocratique. Ça c'est ce qu'analyse le politologue et économiste Thierry Colville. Et moi la dimension sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est l'usage de la voix dans la contestation, donc de la voix comme objet microsociologique, à la fois reprise dans la production militante et dans la production artistique. Donc, dans ce contexte, j'analyse la voix comme un des fondements des répertoires d'agir qui ont servi vraiment de ciment à cette révolution et comme symbole du renouveau également, c'est-à-dire que dans le contexte de l'Iran de la République islamique, il faut savoir que le chant féminin est prohibé et cette réappropriation de l'espace public, de l'espace virtuel, de l'espace médiatique par la voix, par les chants, par différents objets que nous allons voir tout de suite, me paraissait être une sorte de rupture dans la continuité, c'est-à-dire que là où on avait un art contestataire essentiellement basé sur l'image, la voix va vraiment s'imposer dans le cadre de ce mouvement de 2009. Donc, pour l'instant, ce sont des pistes d'analyse que je vous propose, dans la mesure où je n'ai pas encore pu faire de terrain. C'est un projet de recherche qui est le mien et que je vous soumets ici, donc vous pardonnerez les écueils et les manques qu'il comporte. La seconde dimension méthodologique sur laquelle je me suis basée, c'est l'espace, en fait, c'est de prendre l'espace comme objet et comme sujet pour la sociologie, c'est-à-dire que je travaille essentiellement sur la notion d'espace public, mais aussi sur les espaces semi-publics et privés, en essayant de voir comment la rue a été accaparée par le mouvement, mais pas la rue comme une entité globale, générale, mais aussi comme une entité, en fait, avec différents espaces qu'on va définir, des espaces seuils, par exemple, l'espace des toits de la ville de Téhéran, sur lequel tous les soirs, les gens ont été réciter le slogan « Allahu Akbar », qui n'est pas sans connotation religieuse, mais aussi sur l'espace de circulation transnationale, intégrant la question d'Internet, qui effectivement a été particulièrement sollicité et qui pourrait expliquer la continuité qu'il y a avec les mouvements sociaux qu'on a vus apparaître en 2011. Donc, les matériaux sur lesquels je vous propose de nous arrêter aujourd'hui sont en premier lieu ce que j'ai appelé dans une catégorie générique les voix contestataires, sont avant tout les chants. Donc les chants révolutionnaires, les chants dans les manifestations, ceux qu'on peut trouver sur YouTube, montés sur des clips avec des images de manifestations et souvent de répression très violentes. Et on verra que ces chants finalement nous disent beaucoup des racines à la fois religieuses et inscrites dans les autres mouvements sociaux qu'a connu l'Iran tout au long du XXe siècle. Ces chants nous en disent beaucoup. Donc le premier, j'ai sélectionné les 4 principaux chants qui ont été évoqués en faisant une petite archéologie de ce matériau. On se rend bien compte quand même des racines profondes qu'a ce mouvement social qui est à la fois donc un mouvement éminemment national, éminemment inscrit dans un projet révolutionnaire qui a été celui de la République islamique et en même temps qui va bien au-delà. Donc le premier,
qui s'appelle Salomati et Chor. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer parce que le temps est assez court. Je ne peux pas vous les faire entendre. Le premier donc est un chant qui s'appelle Salomati et Chor, qui est un chant patriote qui a été l'hymne de la Perse avant le coup d'État de Reza Shah Pahlavi, donc avant 1933. Donc ça fait écho à l'histoire de l'Iran et de la révolution pour la monarchie constitutionnelle, ce qu'on appelle la révolution constitutionnelle, qui a eu lieu en 1906. Le second s'appelle Ey Iran, donc c'est également un chant extrêmement patriote. Donc ces deux premiers chants sont vraiment des chants qui vont mettre en avant toute la fibre nationaliste de l'Iran et des différentes ethnies qui coexistent sur le territoire iranien. On verra que la dimension ethnique est très importante dans ce mouvement vert également. Donc c'est un chant qui n'a été utilisé comme hymne qu'entre février 79 et mars 1980. Et pourtant c'est un chant qui est reconnu par tous les Iraniens comme l'hymne, enfin par tous les Iraniens, c'est tout à fait contestable ce que je dis, mais en tout cas qui est généralement reconnu comme l'hymne national iranien. Ensuite, les deux chants suivants sont des chants qui ont été créés et surtout utilisés pendant la révolution islamique. Donc le premier s'appelle Yor et Dabestani, ça veut dire mon compagnon d'école. Et il évoque les questions de la solidarité et de la fraternité, donc en fait avec un message éminemment égalitariste contre cette monarchie finalement dans laquelle ce qu'on reprochait au Shah finalement c'était la hiérarchie, en partie la hiérarchie sociale. Le dernier s'appelle Salumat Zemestun, ça c'est un chant qui est extrêmement métaphorique, ça veut dire l'hiver est terminé. C'est vraiment un chant sur la question du renouveau, du printemps. Et c'est également une chanson qui a été portée au centre de la mobilisation de 79 par le groupe d'extrême gauche Fedayom Echal. Donc c'est le chant qui a été utilisé par Mir Hossein Mousavi pour sa campagne électorale. Donc cette réutilisation du matériau chanté qui n'est pas nouveau, mais qui prend un sens nouveau dans cette contestation, est un petit peu au cœur de cette analyse. Les autres chants révolutionnaires qui sont utilisés vont chercher leurs racines dans d'autres mouvements sociaux, qui sont le mouvement social chilien, puisque le chant El Pueblo Unido Jamás Será Vencido a été traduit en persan, chanté en persan, et finalement c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc il a été traduit par un terme qui veut dire Barpofri, ça veut dire debout, quoi, en fait. Donc on a un peu changé le sens initial. Et toujours dans ces voix contestataires, comme matériaux, on a également les Allahu Akbar, donc qui ont été extrêmement repris par les médias, qui font également écho à ce qui a pu se passer en 79. C'est-à-dire que déjà à cette époque, on allait pour protester, prendre cette référence religieuse de Allahu Akbar. Et ensuite, j'ai travaillé sur un site qui s'appelle Iranian Stories et qui est en fait un site permettant aux Iraniens résidents dans le pays de s'exprimer sans qu'on voit leur visage sur l'espace de la toile pour raconter les tortures et les exactions dont ils avaient été victimes. C'est un site qui a été monté en France par une équipe d'ingénieurs français, mais sur l'initiative d'un graphiste iranien, et qui existe depuis avril 2011. Et en fait, je vous lis l'objet du site parce que je trouve ça assez intéressant. C'est constituer progressivement une mémoire des mouvements de protestation en Iran. C'est l'objectif de la plateforme Iranian Stories. À l'image des milliers d'objectifs de téléphones portables braqués sur les grandes villes iraniennes depuis juin 2009, la diffusion de dizaines de regards croisés sur des événements vécus par de nombreux témoins permet de construire un espace d'expression libre dédié à la première révolte médiatisée en masse par ses propres acteurs. Et en fait, c'est vraiment ce dernier membre de phrase qui me paraît crucial ici. C'est vraiment cette capacité qu'il y a eu dans ce mouvement-là à mettre en scène et à faire circuler sur un espace, ce que j'appelle espace national de circulation pour reprendre les termes d'Arjuna Badurai, de mettre en scène et de mettre en circulation ces éléments qui font appel à une mémoire révolutionnaire existante. Donc le dernier élément sur lequel je voulais travailler, c'est le film Les chats persans. On peut le prendre comme un phénomène isolé, c'est un film qu'on peut comparer au film de Fatih Akın qui s'appelle Crossing the Bridge. C'est une espèce d'enquête dans la ville de Téhéran sur les groupes musicaux underground, donc tout type de groupes musicaux. Sauf que dans ce contexte-là, ça marque un tournant, c'est-à-dire que généralement le cinéma iranien, depuis 30 ans, le cinéma en exil ou le cinéma produit en Iran
en tout cas celui qui arrivait sur les écrans des pays occidentaux, était un cinéma basé sur l'image, sur la transmission de l'image, vraiment. Et là, tout d'un coup, on passe à l'usage de la voix comme instrument de contestation pour lutter contre la répression. Donc, voilà, je vous ai présenté ces matériaux. Cette dimension subjective, cet usage de la voix, cet usage de la voix collective, mais aussi individuelle dans le mouvement social, ne doit pas disqualifier pour autant les fondements socio-économiques de ce mouvement. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un mouvement qui demande la démocratie, mais c'est également un mouvement qui fait émerger des questions qui étaient demeurées un peu secondaires ou un petit peu cachées, comme la question des ouvriers ou la question de la cherté de la vie, mais surtout la question ethnique. Et c'est tellement vrai, finalement, qu'on peut imputer la fin du mouvement à l'émergence de la dissension entre la volonté de la part des Kurdes militants actifs du Kurdistan et du reste du mouvement. Vraiment, il y a une dissension qui s'est produite en décembre, c'est-à-dire que les deux mouvements se sont mêlés et finalement ça a abouti à l'envoi de troupes de l'armée au Kurdistan iranien et à l'exécution de nombreux Kurdes. Donc cette question ethnique est devenue vraiment primordiale à la fin du mouvement. Je pense que j'ai très peu de temps, donc je vais juste... 2 minutes, très bien. Je vais juste dire une toute petite chose sur la dimension genrée de cette voix contestataire. C'est qu'en réalité, depuis 1981, le chant féminin est totalement prohibé en Iran sur l'espace public, que ce soit dans des salles de concert ou à la télévision ou à la radio. Et le chant masculin, quant à lui, est limité à ses formes traditionnelles, c'est-à-dire en rapport avec la musique traditionnelle iranienne. Le seul groupe qui a réussi à passer les mailles du filet est un groupe mixte d'hommes et de femmes qui s'appelle Aryan. Et dans ce groupe Aryan, si on regarde de façon précise comment les choses sont mises en scène, les femmes ne chantent jamais, elles produisent, en fait, elles font comme du slam, et c'est les hommes qui ont le monopole de la mélodie dans les chansons. Donc c'est assez intéressant, mais à part ce groupe-là, aucun groupe féminin officiel n'avait le droit de se présenter en Iran. Donc je trouvais que cette dimension genrée, elle nous permettait, à partir d'un thème micro-sociologique, de se poser la question, et je finirai là-dessus, des formes de participation féminine dans ce mouvement, comme dans celui qu'il y a pu avoir en Égypte. Il faut savoir que l'Iran, c'est le pays d'émergence de ce qu'on appelle le féminisme islamique, qui a été problématisé par Fariba Adelkha et qui a été repris dans le cadre d'Égypte, parce que s'il a été créé en Iran, il a été vraiment développé en Égypte. Et c'est pas du tout un féminisme contestataire dans le sens où on pourrait l'entendre, c'est plus une forme de féminisme orchestré par l'État, avec des institutions étatiques, du moins dans le cas de l'Iran. Et il semblerait, en tout cas si on suit la perspective développée par Margot Badran, que c'est ni à ce féminisme que l'on a affaire, ni au féminisme séculier, égalitariste, des élites, qui avait été celui de l'Iran et de l'Égypte, par exemple, depuis les 50 dernières années. Donc, la recherche que j'essaie, les pistes que je vous ai présentées ici, devraient me conduire à une recherche justement sur la place des femmes, des mouvements de femmes dans ces mouvements au Moyen-Orient. Et voilà, je vous remercie de votre attention.